Docteur Bruno, depuis 3 ans, vous êtes chef de la maison civile du chef de l'État. Qu'avez-vous fait pour mériter la confiance du chef? Ça, c'est une question qu'il faut poser à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans sa discrétion, en fait, qu'il a... J'aime toujours raconter ça aux gens, qui m'a appelé un jour, et puis il m'a demandé de m'asseoir. Et il a dit que je devais, à partir de ce moment-là, m'occuper de la direction de sa maison civile. Bienvenue, chers auditeurs, à votre émission Au-delà du rideau qui reçoit aujourd'hui un invité de marque. Il s'agit de Dr Bruno Miteo Nyenge, qui est chef de la maison civile du chef de l'État. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur, bienvenue à cette émission. Nous vous disons de tout cœur merci pour avoir accepté notre invitation. Et il y a des gens qui ne vous connaissent que par oui-dire, parce qu'ils ont entendu parler de Dr Bruno, mais sans vous connaître physiquement. Peuvent-ils connaître aujourd'hui qui est Dr Bruno Miteo Nyenge, de qui est-il fils et c'est quoi son village natal? Bien, c'est une très bonne question. C'est vrai que le oui-dire en question, c'est qu'il y en a qui, de temps en temps, me saluent, bonjour monsieur l'abbé. Il y en a d'autres qui disent même bonjour monseigneur, mais je crois que plus tard, ils comprendront pourquoi on en est arrivé là. Je m'appelle Bruno Miteo Nyenge. Je suis né le 10 juillet 1954, bientôt 69 ans d'âge. Je suis originaire de terre de Ngandanjika, précisément de la chefferie de Bakwamulumba et du groupement de Bakwangambwa Benailunga. Il faut dire que je suis né des parents Kalunga Joseph, qui est décédé. Lui, il est originaire de Bakwangambwa dans le groupement qui porte le même nom, la chefferie de Bakwamulumba. Il est décédé malheureusement en avril 2003. Je suis également né de ma mère Félistas Tchela, qui est originaire de Benampiana, Bakwamoala, dans le secteur de Chiamba, dans le territoire de Ngandanjika. Eh bien, je viens d'une famille de 11 enfants. Dans les 11 enfants, il y a 4 garçons, dont moi-même, qui suis fils aîné dans ma famille, et 7 filles. Et malheureusement, nous sommes restés à 10 parce qu'il y a eu un enfant, un jumeau, qui est décédé. Voilà un peu en gros au sujet de mes origines et des origines également de mes parents. Docteur Bruno, ce numéro est une interview portrait pour permettre aux Congolais de vous connaître suffisamment. Pouvez-vous nous parler de votre tendre enfance, école primaire et secondaire? Très belle question. Je viens d'une famille profondément chrétienne. Une famille profondément chrétienne. Mes parents, papa Joseph Kalunga et maman Félistas, ont vécu dans le mouvement diamiste qu'on a appelé le mouvement de diamant en Chiluba Diku Dinsantu, qui était créé par un père franciscain vers déjà les années 65-66. Et c'est dans ce sens-là que j'ai été éduqué. Et mon papa était enseignant. Nous avons vécu assez longtemps dans la paroisse Saint-Pierre de Mulumba, et toujours dans les territoires de Ngandanjika, la paroisse catholique. Et là, je dois dire que j'ai été éduqué d'aller à la messe chaque matin. J'étais même serviteur pour l'hôtel. J'ai été éduqué dans le sens de faire des travaux manuels par les enseignants. Je me souviens encore de mon vieux enseignant, paix à son âme. C'est lui qui m'a appris
pour les travaux manuels à bien repasser les habits. Et jusqu'à aujourd'hui, j'aime bien repasser mes pantalons et mes chemises. Et j'ai appris tout cela. Mais j'ai aussi appris à prier. Papa et maman nous ont appris à prier. Nous prions le matin. Nous prions également le soir avant de dormir. Mais lorsque les parents revenaient de champ ou papa revenait de l'école et nous trouvait à la maison, eh bien, on allait à sa rencontre et on s'agenouillait pour recevoir le signe de croix, la bénédiction. Et donc, c'est un peu dans cette ambiance-là que toute la durée de l'école primaire, qui s'est terminée pratiquement autour des années 62-63, et que j'ai évolué à Mulumba Chileo. Et dans la suite, j'ai eu la chance, une bonne chance, d'étudier à Kassansa. Kassansa, c'est un village dans le territoire de Chilenge, situé au-delà de la rivière Kalelu. Et c'est là, en fait, que j'ai pu étudier mon cycle d'orientation auprès de pères des Scouts. Également, la continuation de l'éducation chrétienne, l'éducation intellectuelle assez bonne. Et en 1970, j'ai dû présenter des tests pour aller à Kananga, dans le Kasaï occidental, à l'époque on appelle aujourd'hui Kasaï central, également auprès de pères de Scouts, pour faire des études, terminer les humanités complètes, à savoir 3e, 4e, 5e et 6e, c'était des humanités techniques agricoles. Eh bien, je sortirai technicien agronome en 1974. Je dois dire que c'est la formation qui m'a marqué le plus, sur le plan intellectuel, sur le plan humain, sur le plan spirituel et sur le plan même physique. J'ai appris à m'exprimer en ces moments-là. J'ai appris à aborder des difficultés petites de la vie. Et j'ai appris à me prendre pratiquement en charge. Tenez, quand il y avait des vacances, eh bien, moi, j'ai passé mon temps à aller ramasser la bouse des vaches dans des brouettes pour aller mettre dans le jardin où il y avait des fleurs, où il y avait, on appelait pergola, où il y avait des légumes. Eh bien, le père des Scouts me payait. Et cet argent, je ne le prenais pas, eh bien, il le gardait et j'ai contribué ainsi aux frais de Minerval de l'internat parce qu'on était dans un passionnat. Et voilà quelque chose que je ne peux pas oublier. Alors, docteur Bruno, vous avez parlé de la paroisse de Bakwa Mulumba, mais entre-temps, vos parents étaient très connus, étaient très engagés à la paroisse Saint-Ama Kabanda. À quel moment vous avez quitté Bakwa Mulumba pour Ngandanjika Centre? Bah, il faut dire que lorsque j'ai fini mes humanités agricoles en 1974, je suis allé à Lubumbashi pour faire les études universitaires. C'est pratiquement en ce moment-là que mes parents ont été, mon père essentiellement qui était enseignant, a été retraité et alors il a décidé d'aller habiter Ngandanjika qui est le chef-lieu du territoire. Et Ngandanjika qui est pratiquement à 25 km de la paroisse de Mulumba. Et là, papa a rayonné, il faut le dire, mes parents ont rayonné dans leur vie chrétienne, ça a continué. Les parents ont mené une vie très ouverte, une vie de solidarité, une vie de compassion, proximité avec les voisins, avec les autres paroissiens. Et ils ont mené, si vous voulez, un apostolat assez bon. Et c'est comme ça que mes parents se sont fait connaître dans les milieux de Ngandanjika. Docteur Bruno a fait quelles études universitaires? En fait, j'ai fini mes études secondaires en tant que technicien agronome en 1974. Il s'est posé la question, comme tout le monde s'est dit, bon, il faut aller à l'université ou il ne faut pas aller à l'université. Il faut faire des études supérieures, techniques, en termes d'instituts supérieurs, comme on les appelle ici dans notre pays. Eh bien, un de mes enseignants
d'heureuse mémoire, Ilunga Crispin, il me dira, toi, tu dois faire les études les plus longues et les plus compliquées de l'université. Il m'a conseillé, pourtant moi je voulais aller faire l'Institut supérieur à Mondongo. Il dit non, toi tu dois aller faire ce genre d'études. C'est ainsi qu'il fallait choisir entre les études d'ingénieur agronome et les études des docteurs en médecine vétérinaire. Celle d'ingénieur agronome comportait un cycle de 5 ans, tandis que celle de médecine vétérinaire, un cycle de 6 ans. Et j'ai suivi les conseils, et voilà. Et je suis allé, j'ai commencé le premier graduat en 1974, en septembre, et j'ai fini la médecine vétérinaire comme docteur en médecine vétérinaire en juillet 1980. Il faut dire que c'est parmi les études universitaires, parmi les plus difficiles, les plus compliquées. Il s'agit là de faire de la médecine vétérinaire. La médecine vétérinaire a beaucoup d'aspects. Il y a d'abord le premier grand aspect, c'est l'aspect de la santé animale, avec tout ce qu'il y a comme implication là-dedans. Le deuxième aspect qu'il faut pouvoir maîtriser pour devenir docteur en médecine vétérinaire, c'est la production animale, parce qu'on est appelé en fait à faire la production, à augmenter le nombre de cheptels, de bétail, de poissons, des oiseaux, etc. Alors, le troisième aspect, non moins le plus important, c'est la santé publique. La santé publique, c'est un domaine qui nous rapproche de ceux de médecine humaine. Notez que les maladies, la plupart des maladies, je vais le dire avec précision, autour de 70%, les maladies dont souffre l'homme sont d'origine animale. Et donc, le médecin vétérinaire doit maîtriser ces maladies qu'on appelle des zoonoses. Zoonoses, ce sont des maladies transmissibles de l'homme à l'animal et vice-versa. C'est notamment la tuberculose. Et pour parler un peu plus récemment, c'est la Covid, c'est Ebola. Et toutes ces maladies, effectivement, ont pour mission l'alimentation de la viande, du poisson, et au niveau des abattoirs, au niveau des tueries. Il faut voir si ces animaux sont sains, qu'ils ne vont pas transmettre à l'homme des maladies, du lait, de la charcuterie. Et donc cela est très important, je voulais bien signaler cela. Mais aussi le médecin vétérinaire, vous voyez la complicité de ce métier. Le médecin vétérinaire est également dans la formation et la recherche. C'est-à-dire que le médecin vétérinaire doit pouvoir faire de recherche pour les innovations, pour arriver à des changements, pour pouvoir proposer à la société congolaise, pourquoi pas le monde international, des changements qui sont positifs pour pouvoir améliorer la vie socio-économique des peuples. Et donc c'est là pratiquement ce que j'ai dû faire à l'université comme étude. Quand et où avez-vous commencé à travailler après vos études universitaires? Lorsque j'ai fini en juillet 1980 à Lubumbashi, en qualité de docteur en médecine vétérinaire, eh bien, j'ai travaillé à 40 km de la ville de Goma. Goma qui est la capitale provinciale du Nord Kivu, le chef-lieu du Nord Kivu. C'était à Osso, dans une ferme de bovins, plus de 3000 têtes de bovins, où on a fabriqué du fromage, où il y avait beaucoup de sous-produits. On faisait également des abattages. Mais cela n'a pu durer, c'est là où il y a autour il y a des Bahutu, des Baoundé, des Batusi. Ça m'a appris à connaître aussi leur culture et comment ils vivent, et parce que je devais m'adapter. Une année plus tard, je suis alors allé au sud Kivu, et précisément au diocèse d'Ouvira. Je parle du diocèse catholique, invité par l'évêque de la place, qui est décédé, Son Excellence Monseigneur Léonard Deidjou. Et là, il m'a appelé pour que je puisse succéder à une équipe de volontaires italiens de l'association
de volontaires internationales AFSI. Qu'est-ce que cette équipe faisait en réalité? L'équipe s'occupait de l'encadrement des populations dans la plaine de la Ruzizi. La plaine de la Ruzizi, c'est une bande de plus ou moins 175 000 hectares de terrain et dont 95 000 hectares appartiennent à la RDC et le reste au Burundi. Et donc c'est pratiquement aux frontières, on est séparé du Burundi par la rivière Ruzizi. Il fallait accompagner, encadrer, je n'aime pas tellement le mot encadrement, et sensibiliser et renforcer les capacités des populations locales pour leur élevage, ça c'est un, pour leur agriculture, ça c'est 3, mais 2, et 3 pour la transformation des produits agricoles et les produits animaux. Et donc c'était pratiquement cela. Nous sommes restés là-bas pendant pratiquement 12 ans à travailler avec eux. Mais étant là-bas, j'ai eu à faire une ramification. Que voulez-vous, quand on est dans un milieu, on ne doit pas rester seulement cantonné au travail qu'on fait. Eh bien, j'ai eu des contacts assez bons pour pouvoir participer à des réunions sur le plan provincial. C'est ainsi que je serai nommé, élu président du conseil régional des organisations non gouvernementales de tout le Sud Kivu. Et sur cette base là-bas, j'ai dû être également plus tard élu président de la savante, je l'appelle savante société civile du Sud Kivu. Et cela m'a permis de voyager beaucoup. Cela m'a permis aussi de beaucoup apprendre. Au-delà de la médecine vétérinaire, j'ai appris ce que c'est que l'organisation institutionnelle, j'ai appris la planification, j'ai appris la gestion comptable et financière, j'ai appris à faire le suivi, j'ai appris à faire l'évaluation et tout cela a beaucoup renforcé à moi mes capacités et au-delà et de mon expertise, au-delà de la formation initiale d'agronome d'abord au niveau secondaire, de médecin vétérinaire au niveau de l'université et sous la vie pratique, pratiquement une formation qui nous a amené à être gestionnaire. Alors, à cœur ouvert, dites-nous, docteur Bruno, dans quelles circonstances et sur base de quel mérite avez-vous été nommé directeur de la Caritas Congo? Il faut dire que les diocèses catholiques d'Ouvira avaient à la tête un évêque. Et les évêques se rencontrent de manière régulière dans leur collégialité, dans des réunions statutaires. Ils arrivaient à faire le tour d'horizon de la situation socio-économique. Et je crois que c'est de cette manière là-bas que l'évêque d'Uvira parlait de mes prestations qui avaient été appréciées par lui et par d'autres, bien entendu. Et alors, le moment venu de quitter le Sud Kivu lors des événements de 1996 avec l'entrée de l'AFDEL. Alors il fallait quitter, il fallait rentrer au Kasaï oriental en ce moment-là à mon bac Bercail parce qu'il devenait pratiquement invivable au niveau du Sud Kivu en ce moment-là. Notez que déjà en 1993, avec l'assassinat du président burundais Ndadaye, on a accueilli plus de 800 000 réfugiés dans la plaine de la Ruzizi. Ensuite, lors de l'assassinat du président Habyarimana rwandais en 1994 du Rwanda, on a encore accueilli plus d'1 million de Rwandais dans notre pays et la vie devenait très intenable, bien que en tant que responsable des questions de développement, j'ai été aussi formé à la gestion des urgences, à la gestion des catastrophes. Et alors c'est dans cette manière de gérer que les échos sont parvenus à l'ensemble de l'épiscopat congolais et en définitive avec l'aide de partenaires, surtout de la Caritas Allemagne, qui a pu plaider pour que Bruno Miteyo
ne rentre pas chez lui, mais qu'il soit utile. Et c'est comme ça qu'en 2000, les évêques du Congo, lors de leur plénière, ont décidé de me nommer directeur adjoint de Caritas Congo. Caritas Congo, qui compte pratiquement aujourd'hui 48 Caritas, lesquels Caritas s'occupent des questions des urgences et des développements et de la santé, lesquels Caritas couvrent l'ensemble du territoire national et lesquels Caritas ont une capillarité même dans les communautés ecclésiales de base. C'est de cette manière-là que j'ai commencé. Alors à la Caritas Congo, il s'avère que vous avez construit presque toutes les infrastructures qui sont là, c'est durant votre mandat. Est-ce pour autant dire que tout était rose? Je ne sais pas s'il faut dire que tout a été rose, mais il faut d'abord signaler que tout cela s'est fait sous le leadership de l'épiscopat congolais. Ça, il faut le dire. Mais un leadership qui a pu trouver à la direction de Caritas Congo. Il faut signaler que plus tard, en 2006, je serai nommé directeur de Caritas Congo full. C'est là pendant 8 ans qui vont suivre. Je serai toujours directeur de Caritas Congo. Et s'agissant des constructions, des innovations, il faut dire que c'est quand même une grâce des dieux, c'est mon point fort. Là où j'arrive, je cherche toujours des innovations. Et pas seulement au niveau de Caritas Congo, où nous avons pu pratiquement construire tous les immeubles que vous voyez aujourd'hui, mais nous avons beaucoup été très utiles à travers, pour parler en termes vulgaires, à travers tous les 145 territoires ruraux. Nous avons été aussi très clairvoyants. Nous avons collaboré avec les organisations locales de charité et de développement pour faire beaucoup de constructions, pour également être aux côtés des populations dans l'élaboration, dans la mise en œuvre des services sociaux de base, de manière à ce que les populations puissent y accéder. Qu'est-ce que j'entends par services sociaux de base? C'est en l'occurrence l'eau, n'est-ce pas? Nous avons fait en sorte que quelques populations, à travers les 145 territoires et à travers l'Église catholique, puissent accéder à l'eau. C'est notamment l'éducation. Vous savez que l'Église catholique apporte un poids assez important à l'éducation en République démocratique du Congo, estimé autour de 40% par rapport à l'offre des services d'éducation. Il y a également, je voulais dire, l'habitat, mais aussi surtout les services sociaux, presque partout où vous allez dans le pays, et ça existe encore aujourd'hui. Là où vous trouvez un orphelinat, là où vous trouvez une maison de vieillards, là où vous trouvez un service d'assistance aux enfants de la rue, là où vous trouvez une petite hôtellerie, n'est-ce pas, qui peut vous héberger, c'est essentiellement dans les paroisses de l'Église, de l'ensemble de tous ces services sociaux de base. Alors pourquoi avez-vous décidé de quitter la Caritas alors que vous l'avez porté au plus haut sommet? Et il faut dire que chacun a sa pierre de contribution à apporter à la construction, si vous voulez. La Caritas Congo, j'y ai travaillé de l'an 2000 à 2016, pratiquement pendant 16 ans, il faut le dire, avec un rayonnement vers l'Afrique, parce qu'au niveau d'une cinquantaine de pays, des églises nationales en Afrique, si on peut dire ainsi, des conférences épiscopales nationales, je voulais dire, il y a des Caritas. Et j'ai eu la chance d'être nommé vice-président de toutes les Caritas de l'Afrique à travers une cinquantaine de pays. Et cela m'a beaucoup inspiré, ça m'a donné beaucoup d'idées pour venir construire apporter ma pierre de contribution à la construction à notre église qui est en République démocratique du Congo. Et sur le plan international, encore plus loin, à Rome, où on a eu à participer à des réunions et à jouer un rôle également
également capital. Mais dans l'Église catholique, pour ce genre de responsabilités, chacun a un mandat. J'ai eu un mandat, d'abord en tant que coordonnateur adjoint. J'ai succédé à mon estimé directeur Jean Moïla Kibikiye, qui est décédé. Et après, je suis devenu directeur ou coordonnateur de la Caritas Développement. Eh bien, au bout du mandat, et c'était fini, il fallait aller ailleurs. Mais les évêques ne m'ont pas lâché. Les évêques ont dit, c'est messieurs, il faut trouver une formule pour qu'on reste encore avec lui. Là, c'est vous-même qui avez décidé de quitter la Caritas. Je n'ai pas décidé, c'est statutaire. Okay. C'est pratiquement statutaire. Au bout d'un double mandat à la tête de Caritas Congo, okay. Je crois qu'il faut pouvoir arrêter. Il faut faire autre chose. Et là, alors, les évêques me demanderont d'ouvrir ce qu'ils ont appelé la banque de pauvres. La banque de pauvres, c'est la microfinance qu'on appelle aujourd'hui IFOD, Institution financière pour les œuvres de développement. C'est ça le cycle de IFOD, Institution financière pour les œuvres de développement. J'étais tout à fait heureux d'être serviteur, de rendre service pendant près de 2 ans dans cette institution qui continue encore aujourd'hui avec succès, toujours sous le leadership de l'épiscopat. Et voilà un peu ma contribution. Mais pourquoi seulement 2 ans à l'IFOD? Eh bien, il faut dire que le moment était venu aussi pour moi de changer un peu d'expérience, de voir aussi je ne pouvais pas être utile ailleurs après les œuvres de l'Église catholique. Docteur Bruno, depuis 3 ans, vous êtes chef de la maison civile du chef de l'État. Qu'avez-vous fait pour mériter la confiance du chef? Ah, ça, c'est une question qu'il faut poser à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans sa discrétion, en fait, qu'il a... J'aime toujours raconter ça aux gens, qui m'a appelé un jour, et puis il m'a demandé de m'asseoir. Et il a dit que je devais, à partir de ce moment-là, m'occuper de la direction de sa maison civile, et la maison civile du chef de l'État. Et j'ai accepté. À quel moment vous êtes-vous connu avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi? Ben, le chef de l'État n'est pas n'importe quelle personne, n'est pas n'importe quelle personnalité. Dans la lutte qu'il a menée aux côtés de son papa, docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui ne pouvait pas ne pas connaître Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il était toujours à ses côtés. Et donc, en fait, c'est une personnalité publique qui était bien connue. Mais alors, ce qui m'a rapproché avec lui, c'est son oncle paternel, son Excellence Monseigneur Gérard Moulumba, qui en fait est évêque et qui me connaissait à partir de la Caritas. Et on s'est fréquenté et il savait qui j'étais. Et alors, c'est à travers lui, à travers les contacts, que moi, personnellement, je me suis rapproché de son Excellence, Monsieur le chef de l'État et président de la République. Docteur Bruno, à l'émission prochaine, nous allons parler de vos réalisations, de vos œuvres. Et comme aujourd'hui le temps nous échappe et fuit, nous voulons bien vous poser cette question. À quel moment de la vie êtes-vous devenu très célèbre? Je ne sais pas si je suis célèbre, mais je crois qu'on devient célèbre quand on est un grand serviteur. Et dans l'éducation reçue, dans les milieux parcourus et tout ça, c'est effectivement pour être beaucoup plus utile aux populations. Et c'est en étant utile qu'on s'est fait connaître et qu'on connaît aussi la population. Et c'est en ce moment-là que ce que vous appelez célébrité monte de 1 point à 2 à 3. Je ne saurais pas vous dire, ne me posez pas la question de savoir nous sommes à quel niveau de cette célébrité. Mais c'est un processus qui doit absolument continuer jusqu'à la fin de la vie de tout un chacun. Alors, quel est votre secret pour ceux qui vous prennent comme modèle? Le secret pour réussir dans la vie? Le secret, ça c'est très bien. Moi, j'ai toujours dit que il faut toujours se considérer qu'on a des limites dans tout ce qu'on fait,
et qu'il faut apprendre chaque jour. Il faut apprendre des autres. Il faut apprendre de bonnes expériences. Il faut tirer de bonnes leçons des autres. Et le deuxième secret, à mon avis, c'est la confiance en soi-même. Il faut croire en soi. Il faut savoir qu'on est créature de Dieu et Dieu nous a donné toutes les capacités, toutes les possibilités de pouvoir nous épanouir, de pouvoir devenir célèbres, comme vous le disiez, et d'être au service des autres. Et en troisième lieu, j'aurais pu commencer par là, avoir foi en Dieu. Il faut avoir foi en Dieu qui nous a donné la vie et qui nous a donné toutes les capacités. Voilà un peu le secret. Et si on a foi en Dieu, si on travaille, on sait qu'on a des limites, eh bien, on va chercher à connaître davantage, on va chercher à aimer le prochain, parce qu'il faut tirer du prochain quelque chose. C'est un renforcement réciproque, mais aussi, on doit savoir que sans travail, la vie n'a pas de sens. Et le travail, ça doit être un travail bien fait et pas un travail quelconque. Et c'est pour ça que moi, j'ai horreur de l'amateurisme. Si je ne connais pas, je sais que je ne connais pas, mais l'amateurisme n'est pas bon. Et j'ai toujours prêché, moi, le professionnalisme. Il faut être professionnel. Il faut faire le travail de la manière qu'il se doit. Et il ne faut pas faire de l'à peu près. Il ne faut pas faire du hasard. Et c'est cela. Malheureusement, le monde, il est ce qu'il est. Il y a des professionnels qui ne sont peut-être pas encore découverts, mais qui continuent. Je les encourage à pouvoir continuer à travailler. Et souvent, ce sont des amateurs qui, malheureusement, se font connaître et nous amènent parfois à des catastrophes. Voilà la situation. Miteyo et Nyenge, ces deux noms n'ont rien à voir avec la culture Luba. Pourtant, tous les deux parents étaient du Kasaï et puis du territoire de Ngandanjika. Qu'en est-il réellement au niveau de la prosodie de langue? Ben, il faut dire que c'est une situation qui n'est pas tellement bien connue. Nous qui avons étudié à l'époque où le feu président Mobutu était au pouvoir, nous avons traversé une période relativement difficile où une décision avait été prise au niveau de l'État pour que ceux qui doivent aller à l'université, qu'il y ait un quota pour accéder aux études universitaires ou supérieures, et même dans les responsabilités du pays. Et c'est ainsi que ma province d'origine, qui est, il faut le dire, dynamique, on a constaté que dans cette province, beaucoup de jeunes aimaient faire des études universitaires et supérieures. Et alors, il fallait les bloquer, il fallait freiner pour créer une espèce d'équilibre avec d'autres provinces. Et alors, c'est en ce moment-là, pour échapper à cela, j'ai dû prendre la décision d'échanger en quelque sorte mon identité. En réalité, je m'appelle Miteo, c'est ça mon nom, ou Miteo. Et j'ai écrit Miteo avec Y. C'est Miteo Nyengavuka. J'ai écrit Nyenge. Et voilà, et que je suis né à Likasi. En réalité, je suis né à Bakwamulumba. Je ne suis pas né à Likasi. Je suis né à Bakwamulumba. Et c'est de cette manière-là que le nom a dû avoir une connotation qui n'est pas strictement Luba Kasai et Bakwamulumba. Et depuis lors alors, au niveau de la greffe, ça a été adopté comme tel. Ça existe dans beaucoup de pays, le Canada, les États-Unis, que des gens puissent avoir de noms qu'on appelle des deuxièmes noms et pour des circonstances qui sont connues, mais tout cela a été officialisé. Et dans des documents les plus importants, parfois des questions sont j'ai des natures, j'éclaircis généralement cela. Merci beaucoup, Dr Bruno, pour votre disponibilité. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je suis Edouard Bajika. Merci au superviseur technique Félim Pongo. Et à la prochaine, le nouveau numéro. Merci. Au revoir.